Laurent, à votre convenance, hein? Comme les deux pour Sinon, je vais le faire alors. Donc, Yannick Jacquemart, je suis donc directeur de la direction de l'économie du système électrique, une direction services centraux, comme on dit habituellement dans nos grandes entreprises, donc basée à Paris et en charge de l'ensemble des études économiques sur l'évolution du système électrique, comme le nom l'indique, et puis des dimensions de mise en place des marchés, d'interaction avec les différents acteurs sur la mise en place des marchés, et aussi, et c'est pas sans lien, de la doctrine de développement du réseau pour alimenter tout ça et faire un ensemble cohérent. Donc du coup, excusez-moi, je ne l'ai pas fait avant, mais je vais présenter le support de présentation. Voici normalement. C'est d'afficher en plein écran. Oui. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça devrait venir. C'est parfait. C'est parfait. C'est bon, merci. Super. Donc du coup j'ai moins le retour image et je ne vois pas si jamais vous levez la main ou posez des questions, donc n'hésitez pas à intervenir, mais ça me permettra au moins d'avoir la main sur la présentation. Alors, je vais vous présenter, je ne sais pas le niveau de connaissance que vous avez de RTE, mais visiblement il est assez grand, donc je vais passer très vite. J'avais quelques slides de présentation de RTE, mais je pense que l'essentiel d'entre vous situez très bien RTE. Et puis du coup, j'ai mis le réseau de distribution sur ce schéma-là, mais vous avez vu Enedis la semaine dernière, la production qui donc est indépendante, et RTE avec une double, voire triple fonction. RTE, c'est le transport, c'est le premier gestionnaire de transport en Europe, de par la taille du réseau. J'insiste parce qu'on va beaucoup en parler sur la dimension, évidemment, RTE, entreprise nationale, réseau national de transport d'électricité, mais beaucoup de liaisons transfrontalières et un rôle extrêmement important au niveau de l'Europe. Je suis moi-même membre du comité de développement du système au niveau européen dans l'association de l'ensemble des GRT, mais beaucoup de collègues interviennent là-dedans. Je vais passer rapidement sur les chiffres de connexion des acteurs de marché. Je vais m'attarder peut-être plus spécifiquement sur cette présentation-là qui est moins connue. La mission de RTE, elle est définie comme transformer la transition énergétique en politique industrielle avec 3 axes. Et le premier, c'est celui dont on va beaucoup parler ce matin, c'est une notion d'éclaireur des choix possibles sur notre avenir énergétique, éclaireur pour nos choix en propre, notamment le développement du réseau ou l'évolution des marchés, mais éclaireur pour l'ensemble de la communauté nationale et contributeur au débat européen sur ces sujets. Et donc, on joue un rôle tout à fait important auprès des pouvoirs publics. On y reviendra pour conseiller, éclairer, de par notre expertise technique, la façon dont le système électrique et plus largement énergétique peut évoluer. Le deuxième axe, évidemment, RTE est un opérateur industriel. On transforme notre outil de production, c'est-à-dire et le réseau et notre capacité à gérer les flux et les échanges sur ce réseau, en fonction de la transition énergétique notamment. Et puis, globalement, donc, on cherche des solutions pour minimiser l'empreinte du réseau de transport, mais aussi, et c'est très important, notre rôle, il n'est pas que sur notre propre réseau, il est bien sur le système électrique dans son ensemble, et la présentation que je vais vous faire ce matin porte bien évidemment là-dessus. Alors, ce que je veux présenter, c'est le bilan prévisionnel. Le bilan prévisionnel, c'est un document qui est issu au départ d'une mission légale de RTE, qui est fixée dans la loi depuis 2000 et renforcé en 2005. Et le but, c'est de fournir au départ un diagnostic sur la sécurité d'approvisionnement du pays et d'alerter les ministères si jamais on venait à constater qu'on risquait à manquer de puissance électrique pour alimenter l'ensemble de la consommation française. Ça, c'est la mission de départ, elle reste, je vais en parler un petit peu ce matin. Mais de plus en plus, ce document de bilan prévisionnel, il a largement évolué pour offrir un panorama des conséquences d'un certain nombre de choix de politique énergétique, qu'ils soient actés ou qu'ils soient en préparation, et notre faculté de simulation détaillée, de maîtrise d'un certain nombre d'hypothèses. En fait, c'est un très gros travail de simulation et de manipulation de données, cette affaire-là.
qui nous permet d'apprécier les équilibres finalement et à travers ces simulations de voir quelles centrales fonctionneront pas, à quel moment on risque de manquer d'électricité, à quel moment on en aurait trop, est-ce qu'on peut l'exporter, est-ce qu'on ne peut pas, etc. Et ça en a fait avec le temps un document de référence tout à fait important. Et donc l'exercice que je vous présente aujourd'hui, c'est l'édition 2021, c'est la dernière bien évidemment, elle a été publiée le 20 mars dernier et elle porte sur l'horizon 2021-2030, donc la décennie à venir. Par ailleurs, je le mentionne tout de suite, nous sommes en train, vous avez peut-être vu des publications récentes, on en a fait une la semaine dernière, nous sommes en train de travailler très lourdement sur l'horizon 2050, avec une très large concertation de l'ensemble des acteurs sur les hypothèses, les scénarios et la façon dont on prend en compte l'ensemble des éléments, nucléaire nouveau, pas nucléaire nouveau, mais aussi hydrogène plus ou moins, réindustrialisation industrielle, impacts environnementaux, impacts sociétaux, évolution de la consommation, etc. Tout ça est pris de façon, nous l'espérons en tout cas, la plus large possible. Aujourd'hui, donc, je vous présente ce qui est fini, parce que le reste est en cours, donc j'aurais du mal à vous présenter. Et ce qui est fini, c'est une vision 2021-2030, dans un contexte assez atypique. Évidemment, on sort tous d'une année, une grosse année un petit peu compliquée et exceptionnelle, et qui n'a pas manqué de toucher le système électrique, bien évidemment. Donc ça, c'est un cas particulier, notamment en ce qui concerne la sécurité d'alimentation. On va y revenir. La crise sanitaire a largement bouleversé les plannings, notamment des arrêts des centrales nucléaires, ce qui n'a pas été sans causer quelques soucis depuis un an, et ça va se prolonger un petit peu. Mais aussi et surtout, le contexte a beaucoup changé par rapport aux exercices précédents qu'on avait conduits. Notamment, RTE avait conduit en 2017 un exercice très important, au moins par le volume, mais aussi par l'influence qu'il avait eue dans les discussions sur la politique nationale, la politique pluriannuelle de l'énergie, avec des scénarios qui avaient été au cœur du débat public et repris par les ministères comme élément d'analyse, qui portaient sur 2035. Depuis, donc ce qu'on appelle le BP17 dans cette planche, depuis, tout à fait notable, pendant l'année 2020, donc il y a un an, printemps 2020, ont été publiés et la loi sur la politique pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone de la France, qui vise, comme vous le savez certainement, désormais clairement le zéro émission net en 2050 comme objectif. C'est notable parce que si vous vous en souvenez, au début de la pandémie et de cette crise sanitaire, il y a eu un débat, y compris au niveau politique, sur va-t-on maintenir cette orientation, en a-t-on les moyens, ou bien est-ce que la crise remet ça en cause? Très rapidement, l'ensemble des acteurs français et européens ont plutôt confirmé cette tendance à la transition écologique et la priorité au climat, c'est heureux. Et du coup, ce bilan prévisionnel prend ces éléments comme une donnée, puisqu'ils sont désormais publiés, ils font partie de la politique publique. Et je peux le mentionner ici, vous suivez forcément de très près ce qui se passe à Bruxelles, qui est plus proche de chez vous que de chez moi. Les États, et vous allez voir qu'il y a eu un accord récent du Parlement, mais les États sont mis d'accord pour encore aller plus vite au niveau européen, avec une baisse qui ne sera pas de 40% comme initialement voulu des émissions par rapport à la référence de 90 pour 2030, mais moins 55%. Ça reste à décliner, mais ça va obliger la France à accélérer encore par rapport à sa politique pluriannuelle de l'énergie. Donc, on est dans un contexte qui n'est plus un contexte de transition énergétique potentielle, avec des doutes, des opinions, des avis sur on y va pas. Désormais, l'ensemble des acteurs, et c'est largement transpartisan au niveau politique, on y va. Et donc, ce qui importe pour RTE, c'est bien de regarder l'évolution du système électrique dans ce contexte-là. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce bilan prévisionnel, on part clairement de la trajectoire PPE, donc programmation pluriannuelle de l'énergie, telle que vous la voyez ici en bas à droite, avec comme objectif de regarder ce que ça veut dire pour le système électrique. Est-ce que l'ensemble des mesures qui sont annoncées, qui sont prévues, donnent un ensemble cohérent? Est-ce que ça permet bien de décarboner? Est-ce que ça marche? Est-ce que le système a des marges? Et c'est donc ce que je vais vous présenter tout de suite. Cette décennie, dans le résultat de notre analyse,
nous la décomposons en 3 périodes. 2021-24, 24-26 et puis le chemin vers 2030. Ce n'est pas un point d'entrée de l'étude, c'est bien un point de sortie. Ce qui caractérise la première période, c'est que là, pendant 3 hivers encore, après le dernier, nous allons être dans une situation sous vigilance pour la sécurité d'approvisionnement. Donc c'est assez particulier, on n'a pas eu ça depuis 20 ans. Le système électrique français avait des marges, mais on a fermé pas mal de moyens thermiques. Et puis, il y a des projets qui sont en retard. Il y a le PR de Flamanville, bien sûr, hein, qui pèse, mais aussi les projets offshore. Et dans votre zone, c'est un sujet important. Et donc, ces projets en retard, ils pèsent un petit peu sur l'équilibre déjà au départ. Donc, on avait déjà dit dans nos éditions précédentes, on savait que les 2 hivers à venir seraient critiques, en tout cas sous surveillance. Mais ce qui est arrivé depuis, j'essaie de le figurer dans le schéma à droite, je ne sais pas s'il est clair, mais on va y passer 30 secondes pour pouvoir le comprendre. Vous avez en grisé, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en grisé ici, cette espèce de tunnel là. Donc, ce qui est représenté ici, c'est la disponibilité du parc nucléaire, en fait, hein, sur 3 hivers, 21-22, 2022-2023 et 2023-2024. Ce que vous avez en grisé ici, c'est la trajectoire historique. Et donc, vous voyez, avec une disponibilité au cœur de l'hiver, disons en janvier pour simplifier, au-dessus de 55 gigawatts. Ce que vous avez en gris, en trait noir, pardon, c'est ce qui a été constaté au cours de l'hiver dernier. Donc, vous voyez qu'on était largement en dessous, hein, notamment sur janvier-février. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que le prévisionnel pour l'hiver prochain, si je m'intéresse à ce graphique-là, donc la partie verte, est du même ordre que ce que nous avons connu l'hiver dernier. La raison en est assez simple, hein. Industriellement, quand EDF doit faire ses arrêts de centrales nucléaires, il y a naturellement beaucoup de contraintes, hein. Ça mobilise de fortes équipes, des équipements particuliers, etc., etc. Ils ont dû tout décaler il y a 1 an au moment du printemps. Ils ont redécalé des choses pendant l'été pour arriver à sécuriser un peu l'hiver dernier. Mais du coup, il y a des visites qui ne sont pas faites et qui doivent être décalées, parce qu'il y a quand même des contraintes évidemment de sûreté nucléaire, de gestion de combustible, de gestion des matériels. Et donc, ils sont amenés à faire davantage d'arrêts dans les hivers prochains que ce qui était prévu. Et il y a un effet cascade, une fois qu'on décale un petit peu ces plannings-là, qui sont très compliqués à mettre en œuvre, ben, il y a un effet domino sur les autres centrales. Et donc, pendant 2-3 années, on va avoir une disponibilité du nucléaire beaucoup significativement plus faible que par le passé. En parallèle, on continue à fermer les dernières centrales au charbon, hein. Il y en a qui ont été fermées cette année, les dernières le seront l'an prochain. Et dans le côté mise en service, la seule qui doit arriver, c'est un cycle combiné gaz à longue division en Bretagne, mais qui n'est pas de très très forte puissance, qui a un intérêt régional, mais peu au niveau national. Donc, du coup, on est en dessous du critère de sécurité d'alimentation souhaité par le législateur. Ce qui veut dire qu'en cas de situation difficile, très froid ou d'absence de vent en même temps que de froid, on a des possibilités de pénurie et potentiellement de devoir couper ponctuellement de la clientèle. Bon, on a des leviers, on ne va pas discuter de ça. Voilà. Donc tout ça, c'est une étude de risque très détaillée qui est présentée dans le rapport. Je crois que ce n'est pas le cœur de la discussion de ce matin, mais voilà. Donc le message pour les 3 prochains hivers, c'est ce qui compte, c'est que les renouvelables continuent à avancer, c'est qu'on avance, on va y venir sur l'offshore, c'est que le PR soit mis en service, il n'arrivera pas pleinement opérationnel avant l'hiver 2024-2025. Et donc, c'est ça qui nous permettra de retrouver des marges. C'est donc l'objet de la deuxième période, entre 2024 et 2026. On estime qu'on aura une période charnière dans laquelle ces problèmes de sécurité d'approvisionnement, de limite un petit peu de tension sur l'équilibre, capacité disponible, demande d'électricité, devraient être derrière nous et on sera dans une étape de décarbonation. Alors, je vais être très clair là-dessus. Le parc électrique français, la production électrique française est déjà très, très, très largement décarbonée, vous le savez certainement.
Et donc, quand on parle de décarbonation dans notre étude et dans nos travaux, il ne s'agit pas de davantage décarboner le parc français, un tout petit peu à la marge, on le verra, mais c'est surtout de voir en quoi l'électricité, dans la stratégie nationale bas carbone, c'est clairement indiqué, l'électricité est désormais vue comme une source d'énergie décarbonée qui doit permettre de remplacer les combustibles fossiles dans d'autres secteurs que ceux qui consomment déjà l'électricité. Donc ça vaut pour les véhicules électriques, c'est de plus en plus connu, de plus en plus le cas. 2020 était un grand tournant là-dessus. Mais c'est vrai aussi dans l'industrie, c'est vrai pour le chauffage et les bâtiments. Et le but, c'est bien d'utiliser, si vous me permettez l'expression, de faire feu de tout bois. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de bois, il s'agit bien d'énergie décarbonée. Et, les progrès qui sont faits sur le renouvelable, qui ont été faits depuis 10 ans sur le renouvelable, et ceux peut-être sur le PR et sur de nouvelles formes de nucléaire. En tout cas, ce sont les deux grandes familles de sources décarbonées d'électricité, sont là pour parvenir à ce qu'on baisse significativement les émissions françaises et européennes, mais pour ce qui nous concerne, françaises. Donc 2024-2026, période charnière. L'idée va être que la consommation retrouve son niveau d'avant-crise, c'est-à-dire 2019 à partir de 2025. J'en profite pour parler de ça. Hein. La consommation électrique, c'est quelque chose qui a toujours augmenté depuis 1950, puis 1900 peut-être, jusqu'aux années 90. De moins en moins, dans les années 90, moins que dans les années 80, dans les années 2000, moins que dans les années 90. Et depuis 10 ans, on est à peu près stable. Et là, nos prévisions sont qu'on va retrouver une croissance, on y viendra après, c'est pas 2030. La production, je l'ai déjà un peu dit, on s'attend à une amélioration significative de la production en France, avec naturellement un retour à la normale de la disponibilité du parc nucléaire, et puis l'arrivée de l'EPR pour ce qui concerne le nucléaire, et puis la progression des parcs renouvelables, que ce soit l'éolien terrestre, le photovoltaïque, on reviendra sur les rythmes, et puis le raccordement des premiers parcs éoliens en mer à cet horizon-là, 2024-2025. Et puis à côté de ça, nous, j'ai insisté sur l'interconnexion au début, nous ne menons pas une seule étude sans que l'ensemble du système européen soit modélisé, parce que les interconnexions sont un élément déjà très important aujourd'hui. Elles vont se développer et elles seront un élément essentiel de la transition énergétique et de notre sécurité d'approvisionnement globale. Et donc, ce qui se passe de l'autre côté des frontières est tout à fait important. Et on est dans une période où il y a une très forte transformation des parcs européens. Du coup, avec tout ça, on va retrouver des marges de sécurité, des marges de disponibilité de puissance électrique positives à partir de 2024-2026. Nous restons prudents et donc dans ce rapport, nous faisons aussi des recommandations au ministère. La politique pluriannuelle de l'énergie prévoit la fermeture optionnelle de 2 réacteurs nucléaires dès 2025-26. Nous mentionnons clairement que les conditions pour ce faire ne nous paraissent pas remplies, ça ne nous paraît pas souhaitable. Il y a une question sur la conversion de la centrale de Cordemais, près de Nantes. Et effectivement, si elle pouvait être maintenue quelques années, ben, ça arrangerait l'équilibre du système électrique avec une marge de l'ordre d'1 gigawatt. Hein. 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'une tranche nucléaire. Et puis le maintien du système de mécanisme de capacité qui permet de sécuriser l'économie d'un certain nombre de moyens de production nous paraît nécessaire à cet horizon-là. Voilà les messages sur cette période-là. Et puis on en vient à ce qui est peut-être le plus intéressant d'un point de vue prospectif, c'est donc 2030. Ce que vous avez donc à droite dans ce graphique, c'est l'évolution de la consommation telle que nous la voyons. Donc je vous disais qu'elle était en augmentation dans les années 2000 encore. On a eu l'effet de la crise de 2008, hein, très fortement dans d'autres pays, mais aussi en France. La consommation a rebondi, elle a retrouvé à partir de 2011-2012 le niveau pré-crise et au-delà, donc vers 480 TWh, mais effet très notable, elle n'a pas augmenté depuis, ce qui est historiquement tout à fait atypique. Et quand on creuse, il y a 2 causes. On pense tout de suite à la désindustrialisation de la France, à la baisse de l'industrie. Et quand on creuse, c'est en partie vrai, mais ce n'est pas le fait majoritaire. Le fait majoritaire,
il faut s'en féliciter, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, alors à tout point de vue, hein, dans les bâtiments particuliers, mais aussi dans le tertiaire et dans l'industrie. Depuis 10 ans, il y a des progrès significatifs, ce qui fait que quand bien même le nombre de foyers augmente, quand bien même le nombre d'équipements augmente, l'efficacité fait que la consommation globale, elle, reste à peu près stable, hein, au premier ordre. C'est vrai dans vos appareils électroniques chez vous, c'est vrai, le passage au LED par rapport à l'ampoule à incandescence est important. Sur l'électroménager blanc, on le voit très bien avec les étiquettes A, B, C, D, E, F, et maintenant A+++, tellement c'est efficace. Donc de très gros gains. Là, on voit l'effet de la crise de 2020. Alors, on verra à quelle vitesse on rebondit, mais a priori, on va rebondir plutôt rapidement, on l'espère. Mais derrière, donc, on a une trajectoire de stabilité, récupération, on verra à quelle vitesse d'ici 2025. Et ensuite, on a une croissance, et c'est important de le noter, cette croissance de consommation, elle est attendue dans des secteurs nouveaux, et justement, ça correspond à ce que je dis au début, elle est attendue avec des effets de décarbonation de secteurs qui aujourd'hui ne consomment pas d'électricité. Donc, ce n'est pas une augmentation de la consommation des usages électriques historiques, c'est bien des nouveaux usages. Donc, dedans, il y a naturellement le véhicule électrique, il y a naturellement le chauffage des bâtiments et la climatisation. Hein. La réglementation énergétique 2020 devrait redonner une prééminence à l'électrique sous l'argument du CO2, très clairement. Et puis, il y a aussi le démarrage que nous comptons pour quand même 25 TWh, 6 gigawatts d'électrolyseurs pour produire de l'hydrogène. Et il ne s'agit pas d'hydrogène pour rendre service au système électrique à cet horizon-là, mais il s'agit bien de décarboner l'hydrogène qui est déjà consommé dans l'industrie. Mais dès 2030, on envisage donc une consommation de 6 gigawatts et 25 TWh pour produire de l'hydrogène. Je le cite aussi, ça pourra soulever des questions, etc. Mais la pointe de consommation qui est souvent un souci quand les gens voient une évolution de la consommation électrique à la hausse, la puissance de pointe l'hiver n'est pas vue à la hausse, elle. On s'attend à une décorrélation entre l'augmentation de la consommation électrique et l'augmentation de la pointe. Ça aussi, c'est un fait nouveau et c'est assez pleinement lié à l'efficacité énergétique aussi. Et donc, c'est tout à fait notable et ça remporte naturellement des enjeux sur la sécurité de notre approvisionnement d'électricité. Voilà, je vais arrêter rapidement pour laisser la place aux questions. Juste mentionner que du coup, sous ces hypothèses-là, avec donc les objectifs de cette programmation pluriannuelle d'électricité, on aura bien une augmentation de la production décarbonée en France. Ce qui n'est pas le cas ces dernières années. Ce graphique est assez intéressant, je crois, qui vous présente le niveau de production, donc en térawattheure, hein, qui est l'unité térawattheure, c'est des milliards de kilowattheures. Production française, en jaune le nucléaire, en bleu l'hydraulique, qui est un élément tout à fait majeur, naturellement, du renouvelable. Hein. On parle beaucoup plus des nouvelles énergies renouvelables, mais l'hydraulique est tout à fait majeur. Le graphique le montre bien. Et on est en fait un peu en dessous de 500 TWh depuis très longtemps. Et quand on regarde les productions décarbonées qu'on atteint aujourd'hui, finalement, en fait, le nucléaire n'atteint plus ses performances. Je ne parle même pas de 2020, mais même 2018, 2019. Vous voyez, le nucléaire a du mal à atteindre sa performance, et c'est même indépendant de la fermeture de Flamanville, hein, même avant, la performance de 420, 430 TWh qu'il arrivait à produire dans les années 2005-2010. Et du coup, globalement, on arrive à produire ces années-ci un tout petit peu plus, mais guère plus que d'énergie décarbonée que ce qu'on avait déjà il y a une dizaine d'années. On devrait regagner tout ça et on s'attend en 2030 à pouvoir produire plus de 550 TWh d'énergie décarbonée avec un effet, alors ça c'est l'évolution du parc européen, mais je vais passer vite pour le temps. Avec un effet, je reviendrai là-dessus ensuite, pardon, un effet sur la décarbonation qui est important. In fine, en 2030, nos analyses et ce rapport montrent que on peut s'attendre, si on arrive à bien mettre en œuvre cette politique, à une baisse de 37 millions de tonnes de CO2 en France
Dans ces 37 millions de tonnes, il y en a un quart, vous voyez, celui-ci, qui est vraiment une baisse liée à la production d'électricité. Mais tout le reste, cette colonne-là, si vous voyez bien la petite main là, qui se promène, ce sont des gains dans la mobilité électrique, là pour la partie orange, dans la production d'hydrogène, donc à base d'électricité pour la partie turquoise, dans l'industrie, dans les procédés industriels pour la partie marron, et la partie fuchsia en bas mentionne, elle, les gains attendus dans les usages résidentiels et tertiaires, et au premier rang desquels le chauffage. Dans l'hypothèse où on atteindrait seulement une partie des objectifs de cette politique, notamment par un développement du renouvelable un petit peu ralenti, on gagnerait 30 millions de tonnes de CO2. 30 millions de tonnes de CO2, c'est à peu près, enfin 37 millions de tonnes, c'est un tiers à peu près. Hein. Aujourd'hui, les émissions de la France sont 110 millions de tonnes de CO2 par an. Et donc, d'ici... non, excusez-moi. Ce qui a gagné d'ici 2030, pardon, pour atteindre la baisse de 40% qui est attendue, ce sont 110 millions de tonnes à gagner. Et donc, un tiers de cette baisse serait permise par l'électricité. Voilà ce que nous amène notre étude avec des marges supplémentaires, puisque le système électrique serait quelque part excédentaire avec des exportations en Europe et une contribution à décarboner en Europe, et du coup une disponibilité si jamais on pouvait accélérer, que ce soit sur la véhicule électrique ou sur le chauffage. Je reviens juste un petit peu sur les évolutions en Europe. Là, il y a beaucoup de chiffres, mais je vous laisserai naturellement les supports. Hein, mais donc, les autres pays vont naturellement sortir du nucléaire, sortir du charbon. Les annonces sont quand même très, très fortes. Et surtout, des développements en énergie renouvelable, éolien et photovoltaïque très impressionnants. Hein. Je vous cite l'Allemagne ici, 24 gigawatts onshore, 31 gigawatts offshore et 40 gigawatts de PV. Ça, c'est d'ici 2030, hein, c'est dans 10 ans. Ça va venir assez vite. Vous avez des choses importantes en Italie avec 30 gigawatts de PV, en Espagne avec 34 gigawatts de PV, 21 d'éolien, et l'Angleterre 15 d'offshore. J'insiste sur l'offshore, je sais que c'est un sujet important dans votre région, avec le nucléaire bien sûr, mais peut-être plus nouveau. Pour attirer votre attention, vous l'avez certainement vu, mais au cas où, la Commission européenne a sorti un document en novembre dernier, qui est une stratégie donc européenne pour l'exploitation du potentiel des énergies marines renouvelables pour un avenir neutre sur le plan climatique. C'est le joli titre technocratique. Il fixe un objectif très ambitieux, mais jugé réaliste et réalisable. Pour mesurer ce dont on parle, j'ai mis en fluo cette phrase-là. L'éolien en mer est attendu, et c'est essentiellement en mer du Nord, donc une zone que vous connaissez. 60 gigawatts à l'horizon 2030, et la volonté de multiplier par 30 d'ici 2050, et 300 gigawatts à l'horizon 2050. Ce sont des chiffres qui ne vous parlent peut-être pas beaucoup, mais on va vite faire des ordres de grandeur. 60 gigawatts, c'est la capacité totale du parc nucléaire français. Gravelines, c'est 5,4 gigawatts, hein, c'est 6 fois 900. Vous connaissez bien, j'imagine. Donc 60 gigawatts en mer, et essentiellement en mer du Nord, à l'horizon 2030, dans 10 ans, c'est l'équivalent de la construction du parc nucléaire français. Alors vous allez me dire, les éoliennes, ça tourne un peu moins que les centrales nucléaires, etc. Oui, mais en mer, ça tourne quand même assez longtemps. Hein. On est plutôt sur une durée d'utilisation, on va dire, de 50% de l'année quasiment. Et donc, c'est forcément quelque chose qui, si c'est confirmé, et si ça se réalise, qui va changer la nature du système électrique européen et donc français. Et 300 gigawatts à l'horizon 2050, c'est juste 3 fois le parc de production total français, nucléaire plus hydraulique plus tout. Et 3 fois la pointe de consommation française. Et là, la France, comme vous le savez, n'est quand même pas le plus petit des pays en Europe. Donc c'est tout à fait significatif, c'est de premier ordre. Et donc voilà, je me permets ce petit zoom sur l'éolien offshore et la politique européenne, parce que c'est, de mon point de vue, moi qui suis ces sujets-là depuis quelques années, et pour pas dire quelques décennies,
c'est de mon point de vue le plus grand changement qui est arrivé dans les 5 dernières années. C'est l'éolien offshore était à des prix annoncés, une capacité industrielle qui était jugée extrêmement faible il y a 7-8 ans, qui était jugée incertaine il y a 5 ans, et désormais c'est un acquis. On sait produire, et les industriels, notamment danois, allemands, etc., et on démarre juste en France, mais ailleurs en Europe, on sait produire cette électricité-là à des coûts et à des conditions opérationnelles tout à fait industrielles, et donc ça change des choses. Ça résout pas toutes les questions d'acceptabilité et de, de bon partage des usages de la mer, etc., bien sûr, hein, mais en tout cas, c'est tout à fait important d'avoir cette perspective-là. Ce n'est pas un problème local, c'est vraiment une politique européenne, et certainement la plus grande évolution dans les 5 dernières années au niveau industriel en matière d'électricité. Voilà, je suis arrivé, je pense, au bout de cet exposé volontairement rapide, et donc je suis à votre disposition pour des questions.